Chers collègues, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Dublé, secrétaire général de l'association Anticor, et Madame Bernard, juriste au sein de l'association. Madame Bernard, Monsieur Dublé, nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions de vous être rendu disponible pour participer à cette audition. Vous le savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du consortium international de journalistes d'investigation ont publié ce qu'il est désormais convenu d'appeler les Uber Files. S'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine datés de 2013 à 2017, cette enquête a dénoncé un lobbying agressif de la société Uber pour implanter en France, comme dans de nombreux pays, des véhicules de transport et chauffeurs, des VTC, venant concurrencer le secteur traditionnel de transport public particulier de personnes réservées jusqu'alors aux taxis. Dans ce contexte, notre commission d'enquête a deux objets. D'une part, pour objet d'identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. Et d'autre part, pour ambition d'évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales du développement du modèle Uber, l'ubérisation, en France et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Votre audition s'inscrit davantage dans le champ de notre premier sujet, compte tenu de l'objet de l'association Anticor créée en 2002 pour lutter contre la corruption, rétablir l'éthique en politique. L'association a d'ailleurs publié le 22 avril 2022 un article intitulé « Pour libérer la décision politique de l'emprise des lobbies » et formuler plusieurs recommandations. Donc nous souhaitons tout d'abord connaître votre perception sur les révélations des Uber Files et sur nos travaux. Les Uber Files mettent en évidence que l'entreprise Uber a pu s'adresser directement à des ministres, à des cabinets ministériels, même si les auditions que nous avons réalisées jusqu'à présent montrent que la stratégie d'Uber a systématiquement échoué. Les modifications législatives adoptées en France ont renforcé les contraintes sur les VTC et les plateformes comme Uber et les enquêtes administratives ont bien eu lieu et conduit à des condamnations. Au-delà des révélations des Uber Files, notre commission d'enquête s'interroge sur le dispositif actuel d'encadrement des activités de lobbying des entreprises auprès des décideurs publics. Nous avons eu l'opportunité d'auditionner un certain nombre d'experts, de responsables associatifs tels que vous-même. Nous souhaiterions donc que vous puissiez nous faire part de vos recommandations sur ce sujet, en particulier depuis la loi Sapin 2, puisque la loi Sapin 2, comme vous le savez, est rentrée en vigueur après les faits que relatent les Uber Files. Je vous remercie d'avance pour la qualité de vos réponses. Avant de vous laisser la parole pour vous présenter en quelques minutes, répondre à ces premières interrogations et entamer les échanges sous la forme de questions-réponses avec mes collègues, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à lever la main droite, activer votre micro et dire « Je le jure ». Je le jure. Je le jure. Merci. Je vous laisse la parole. Je vais commencer. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Messieurs et Madame. Donc, comme vous le savez et vous l'avez rappelé, à Anticor, nous sommes une association de lutte contre la corruption pour la probité publique. Et donc, nous ne sommes pas un service d'enquête et nous n'avons pas, par définition, vocation à identifier les actions de lobbying qui ont été menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France. De même, nous ne sommes pas habilités, de par notre objet social, à nous prononcer sur les conséquences économiques et financières et même environnementales du développement du modèle Uber en France. En revanche, l'ambition d'Anticor, c'est de réhabiliter le rapport de confiance qui existe entre les citoyens et les représentants. Et c'est à ce titre que nous émettons des recommandations sur l'encadrement des relations qui existent entre les décideurs publics et les représentants d'intérêts. Nous ne considérons pas que le lobbying constitue en soi un problème démocratique. Il est normal que des parlementaires, des hauts fonctionnaires, des cabinets ministériels consultent les représentants des partis concernés avant d'élaborer ou de voter la loi. Mais pour que cette action apparaisse légitime aux yeux des citoyens, il est extrêmement important que les activités de ces groupes de pression soient parfaitement transparentes. Parce qu'à défaut, ces activités, elles ne constituent plus la défense d'un point de vue dans l'espace démocratique, mais elles peuvent confiner, et je l'expliquerai après parce que c'est notre objet social, au trafic d'influence.
C'est pour ça que nous, à Anticor, on a eu plusieurs affaires dans lesquelles on a été amené à porter plainte, notamment avec l'association Formindep en 2018 contre 6 experts de la Haute Autorité de la Santé qui étaient chargés d'évaluer le traitement de oui, et qui ont entretenu des liens d'intérêt avec des laboratoires pharmaceutiques qui commercialisaient ces produits. Et à la suite de l'initiative Anticor, la HAS a abrogé sa recommandation. Le volet judiciaire, il est toujours en cours. De même, en 2019, on a signalé au parquet le cas de la députée Sylvie Goulard, qui avait reçu 324 000 € de l'Institut Berguen. Et elle explique que c'était pour des conférences et des réunions, rédiger deux notes. Mais voilà, on avait quelques doutes. Et de même, dans l'affaire Uber Files, c'est bien l'opacité des relations entre le ministre de l'économie et l'entreprise Uber qui a posé une difficulté. Les rencontres entre Emmanuel Macron et les représentants de la société Uber, elles ne figuraient pas à l'agenda du ministre de l'économie. Et cette opacité, elle est problématique parce qu'en fait, elle laisse imaginer le pire aux citoyens et elle entame assez profondément la confiance que ces citoyens peuvent avoir dans les institutions et dans leurs représentants. Je ne sais pas si... Ok. Non, mais je vais... Je vais peut-être continuer. Comme vous pouvez souhaiter vous arrêter si vous préférez. Alors, non, on va continuer, on a un petit peu préliminaire. Dans l'affaire Uber Files... il faut un seul micro par contre. Je rallume le mien, c'est bon, vous m'entendez? Okay. Dans l'affaire Uber Files, ce qui a vraiment interpellé Anticor, c'est qu'il y a, pour l'Assemblée nationale, pour les assemblées parlementaires, il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits en matière de contrôle du lobbyisme. Même si c'est encore insuffisant, on peut que constater qu'il y a énormément de progrès qui ont été faits. Au niveau du pouvoir exécutif, c'est quand même beaucoup plus faible. On est beaucoup plus en retrait. Et c'est ce qui nous pose problème chez Anticor. C'est-à-dire qu'on a pu voir le patron d'une entreprise privée démarcher directement un ministre, qui était Emmanuel Macron à l'époque, je crois, qui était ministre de l'économie ou du budget, qui l'a démarché directement pour avoir une influence sur le pouvoir exécutif. Or, force est de constater qu'en France, c'est comme ça, l'essentiel de l'initiative législative appartient au pouvoir exécutif. Vous votez principalement des projets de loi qui vous sont apportés par le gouvernement. Or, rien ne dit, et là on n'a pas moyen de savoir, que dans ces projets de loi, on n'a pas eu l'intervention auprès de cabinets ministériels, auprès de ministres, de représentants d'intérêts privés. Et c'est-à-dire que vous votez, vous, en tant que législateur, parfois des textes dont vous ne pouvez même pas, vous n'avez pas forcément les sources. Et ça nous pose problème chez Anticor. Il faut réellement faire un effort de transparence au niveau du pouvoir exécutif et de l'influence des lobbies. Et pour ça, on a certaines propositions qui seraient une très grande avancée démocratique selon Anticor. Et notamment, ce que nous proposons... on a plusieurs propositions en matière de contrôle du lobbyisme, mais la principale, qui à nos yeux serait une formidable avancée démocratique, serait la création d'une plateforme sur laquelle les lobbies, les représentants d'intérêts privés pourraient avancer leurs arguments, bien évidemment, plateforme ouverte au public et à tous les citoyens, et sur laquelle également des citoyens, une expertise citoyenne pourrait se faire, et de là pourrait émerger... bien disons, une solution qui irait dans l'intérêt général. Parce qu'aujourd'hui, quand vous interrogez, vous devez le savoir, quand vous interrogez les citoyens, les électeurs, beaucoup d'entre eux disent, mais de toute façon, les décisions sont prises en faveur de certains types de populations ou de certains types d'entreprises. Et comme le disait Inès, ça laisse penser, ça peut laisser penser à certaines personnes que quand une décision est prise en faveur d'une entreprise ou d'un représentant d'intérêt privé, il y a une contrepartie occulte. Alors, je ne dis pas que c'est le cas, mais dans l'esprit de beaucoup de citoyens, on pense qu'il y a une contrepartie. Et donc, à terme, contrepartie qui veut dire corruption ou atteinte à la probité publique. Je peux revenir, moi, peut-être sur ce... Si tu veux. Vas-y. Oui, en effet, d'ailleurs, il y a eu un sondage qui a été publié en 2019, au terme duquel il apparaît que 79% des citoyens considèrent que les décideurs sont trop influencés par les lobbies.
Donc nous, on considère que la décision publique, elle doit être libérée, entre guillemets, de l'emprise des lobbies. Et surtout, je voudrais insister sur une chose qui est importante pour nous au regard de l'objet social de notre association, c'est que parfois, ces activités d'influence, elles confinent ou elles peuvent même donner lieu à des infractions pénales, au premier rang duquel le trafic d'influence et la corruption. Par exemple, si un lobbyiste, il promet ou il verse des avantages quelconques à un décideur, qu'il soit public ou privé, pour l'amener à prendre une décision, l'infraction de corruption, elle peut se trouver caractérisée. Et l'avantage, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut prendre la forme d'une invitation, il peut prendre la forme d'un voyage qui serait offert, de sorte que la frontière, elle est parfois extrêmement mince entre certaines pratiques des lobbies et les infractions à la probité. Il est extrêmement important, vous le comprenez, d'éviter ces dérives. Et pour cela, l'activité des lobbies auprès des décideurs publics, elle doit être rigoureusement écartée. Donc nous, on a... pas écartée, oui, elle doit être rigoureusement encadrée, pardon. Et donc nous, on a analysé à cet égard la loi Sapin 2, qui constitue évidemment une avancée qui est considérable, puisqu'elle a créé le registre des représentants d'intérêt, qui est hébergé, vous le savez, sur le site de la HATVP. Mais il nous semble que son décret d'application a vidé une partie de ce dispositif, de sa substance et en fait de son effectivité, ce qui nous pose une difficulté. On a analysé quelques points qui nous semblent vraiment embêtants et extrêmement perfectibles. D'abord, c'est la définition du lobbying qui est prévue par la loi et qui exclut les activités d'influence qui sont intervenues qui circoncie les activités d'influence à celles qui sont intervenues à l'initiative des décideurs publics. Or, on le sait, il y a des groupes de lobbying qui sont extrêmement installés auprès des décideurs, et il se trouve que les décideurs, les politiques, peuvent être amenés à les consulter directement. Et on considère également que les responsables publics, les décideurs, ils ont une responsabilité dans le choix des personnes qu'ils consultent. Donc on pense que cette spécificité-là et cette définition-là, elle doit être modifiée. De même, la définition des décideurs publics, elle nous apparaît très restrictive. Et vous le savez, par définition, le président de la République, il n'est pas considéré comme un décideur public. Ça nous pose une difficulté, ça nous paraît assez peu compréhensible. Concernant les décideurs locaux, vous le savez également, depuis la loi du 1er juillet 2022, la définition de décideur public a été étendue à un certain nombre de décideurs locaux, mais à ce titre, la loi s'applique uniquement aux maires des communes de plus de 100 000 habitants. Et ça nous paraît un seuil qui est trop haut. On considère qu'en fait, des maires de petites communes de plus de 50 000 habitants peuvent être amenés à faire l'objet d'influences qui sont importantes. Donc on considère qu'ils devraient être inclus dans cette réglementation. De même, il y a un certain nombre de groupes qui sont exclus de la définition du lobbying et qui ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration, ce qui nous pose une difficulté. C'est le cas des associations à objet cultuel, qui peuvent être amenées pourtant à avoir des activités d'influence qui sont importantes dans les sujets qui les concernent. Vous le savez certainement. Il y a un certain nombre de personnes morales de droit public qui sont exclus également de cette définition de l'activité d'influence, et à ce titre des États. Et quand on a vu ce qui s'est passé récemment au Parlement européen avec l'influence du Qatar et du Maroc, ça nous semble être dommage de pouvoir exclure les États et la plupart des personnes morales de droit public des personnes qui peuvent avoir une activité d'influence. Les associations d'élus sont également exclues et un certain nombre de syndicats sont partiellement exonérés de la réglementation aussi, surtout pour ce qui révèle du dialogue social. Ça nous semble être une difficulté. Une autre difficulté, c'est le risque du contournement, parce que les critères sont assez complexes. Je pense que vous l'avez vu. Les critères de définition sont très complexes. Pour qu'une personne morale ou privée soit soumise à l'obligation de déclaration à la HATVP, il faut soit que la représentation d'intérêt, ce soit son activité principale, soit qu'elle exerce cette activité de manière régulière. Alors, pour que ce soit son activité principale, il faut que ça constitue plus de la moitié de son temps.
Pour que ce soit une activité régulière, il faut que sur une période de 12 mois, elle ait fait plus, donc c'est précis, de 10 actions de représentation d'intérêt. Ça, c'est apprécié de manière individuelle pour les personnes morales, c'est-à-dire que dans une personne morale, il faut qu'il y ait une personne physique qui réponde à ces critères, donc qui soit ait passé plus de la moitié de son temps à faire du lobbying, soit ait fait 10 actes de lobbying dans l'année. Donc en fait, on comprend à la lecture de ces conditions que c'est assez facile de contourner la réglementation. Par exemple, on peut imaginer une personne morale dans laquelle en fait, il y aurait 3, 4 personnes qui feraient du lobbying 4, 5 fois dans l'année et qui seraient du coup exclus de la réglementation et qui n'auraient pas l'obligation de déclarer leurs activités d'intérêt à la HATVP. Donc ça nous semble être une limite de la loi. De même... Ouais. Dans le cas d'Uberfalch, c'est tout à fait significatif. On a le PDG d'une entreprise, de VTC, qui va faire une action d'influence auprès d'un ministre, alors que lui-même, la société Uber n'était pas répertoriée comme représentant d'intérêt privé. Et ça pose également problème. C'est-à-dire que toutes les rencontres devraient être rendues publiques et les propositions, je répète, je l'ai dit tout à l'heure, les propositions des représentants d'intérêt privé, ce qu'ils souhaitent porter, doivent être rendus publics et pouvoir faire l'objet d'un débat. Je rappelle quand même une chose, vous le savez, je me permets de le dire quand même, c'est que l'essence même de la démocratie, c'est la délibération. Or, pour pouvoir délibérer sereinement, on doit pouvoir délibérer à partir de critères objectifs qui vont dans le sens de l'intérêt général. Et quand on a comme ce qui s'est passé avec Uberfalch, une délibération qui est quasiment imposée par un ministre, on peut se poser des questions de savoir si les actions de ces représentants d'intérêt privé vont réellement dans l'intérêt général. Et c'est ça qui aujourd'hui pose énormément de questions auprès de nos concitoyens et qui délégitime un peu aussi bien les assemblées parlementaires que le pouvoir exécutif. Et on voit ce qui se passe ces dernières années où il y a une remise en cause de nos fondements démocratiques. Je pense que, alors pas Uberfalch en particulier, mais cette action du lobbying qui n'est pas suffisamment transparente participe à cette délégitimisation de notre système démocratique. Et c'est très grave. Oui, absolument. Et pour revenir sur un point un peu plus technique, une limite aussi de la réglementation actuelle qui a été créée par la loi Sapin 2, c'est qu'à notre sens, les activités qui sont actuellement déclarées à la HATVP et la manière dont elles sont déclarées, elles ne contiennent pas nécessairement les informations qui permettent de faire un contrôle effectif, en fait, des activités d'influence, puisque, en l'état, et vous le savez certainement, les représentants d'intérêt, ils ne sont pas tenus d'exposer les positions qu'ils ont défendues auprès des décideurs publics, mais uniquement l'objet de leur activité d'influence. Dans le même sens, ils ne sont pas tenus, il n'est pas possible de rattacher sur le site de la HATVP l'activité d'influence avec une décision publique. Et on y reviendra tout à l'heure dans nos propositions. Ça, ce serait une avancée importante. Ça permettrait en fait même aux citoyens de mieux contrôler et de mieux comprendre la manière dont la loi a été formée, en quelque sorte. Il y a un autre point sur lequel on voulait enfin revenir concernant les limites de cette loi, c'est ce qui nous semble, quelque chose qui nous semblerait une avancée importante, qui serait l'interdiction absolue des cadeaux qui sont faits aux décideurs publics. Les représentants d'intérêt, vous le savez, ils doivent s'abstenir de verser désormais toute rémunération aux collaborateurs du président de la République, aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire. C'est une disposition qui est extrêmement importante. C'est un nouveau cadre juridique qu'on salue évidemment, mais on attire votre attention sur le fait que c'est seulement les cadeaux d'une valeur, les cadeaux ou avantages quelconques d'une valeur significative qui sont interdits, et il nous apparaît un peu choquant pour les citoyens que les élus puissent recevoir, dans tous les cas, des cadeaux de représentants d'intérêt. Surtout que la question le critère de la valeur significative, il nous paraît quand même un petit peu vague. Et on pense que la représentation nationale gagnerait à interdire totalement cette pratique, qui est déjà interdite d'ailleurs pour les fonctionnaires. Ou soit l'interdire, soit faire en sorte que ces cadeaux soient reversés, par exemple, à l'Assemblée nationale, on peut imaginer. Je me permets d'intervenir quand même. Il faut savoir une chose, c'est que dans les entreprises privées,
Un salarié ne peut pas recevoir de cadeaux de la part d'un partenaire commercial ou d'un partenaire financier. Il ne peut recevoir strictement aucun avantage. Ça peut aller même jusqu'aux sanctions pénales dans le cadre notamment des négociations commerciales. En revanche, au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement, on peut voir des représentants d'intérêts privés, c'est-à-dire des partenaires, qui peuvent faire des cadeaux, même si ce sont des cadeaux très modiques, ça pose quand même problème. Ce qui est formellement interdit aux citoyens que l'on contrôle. Aujourd'hui, moi j'ai une entreprise, je suis obligé de absolument justifier la moindre de mes dépenses. Au niveau de l'Assemblée nationale, du Parlement, du pouvoir exécutif, on est beaucoup plus lâche, beaucoup plus tolérant. Et ça pose également un problème d'équité et d'égalité, où les citoyens ont l'impression d'être traités de façon un peu... j'ai pas le terme en tête, mais... d'être traités comme des citoyens de seconde classe par rapport aux élus. Alors je ne dis pas que c'est la vérité, je dis que c'est le ressenti. On le voit nous, hein, on a des groupes locaux répartis dans toute la France et on a des remontées de ce que pensent les gens. Et aujourd'hui, il y a ce sentiment qui est là que le politique s'exonère de certaines obligations que lui-même impose aux citoyens. Oui, absolument. Et je voulais, avant de vous parler de mes propositions, je voudrais revenir sur 2 points, parmi lesquels l'objectif de l'empreinte normative, qui est dans une de nos propositions, donc j'aimerais un petit peu le développer. Ça, c'est tout simplement une recommandation de l'OCDE. Dans ses recommandations pour la transparence et l'intégrité des activités de lobbying, l'OCDE elle explique ce que c'est que l'empreinte législative en indiquant qu'il faudrait que les lobbying qui ont été consultés lors d'initiatives législatives, il faudrait assurer en temps utile l'accès aux informations. On pourra prendre en compte les différents points de vue de la société et des entreprises et disposer ainsi d'informations équilibrées pour l'élaboration et la mise en œuvre des décisions publiques. Dans un rapport de 2015 pour renouer la confiance publique, elle proposait de faire apparaître l'empreinte normative de la loi et du règlement. Ça, c'est quelque chose qui nous apparaît extrêmement important et sur lequel on viendra juste après. Oui, une précision à propos de cette problématique de l'empreinte normative. On avait eu un certain nombre de députés qui, en 2017, et qui ont renouvelé ce vœu, essentiellement des députés de la majorité, qui avaient déclaré qu'ils rendraient publiques les actions d'influence des lobbies et qui mettraient en place ce système de l'empreinte normative et de l'empreinte législative de la part des représentants d'intérêts privés. On attend toujours. On n'a toujours absolument rien. On ne sait pas qui est derrière tel ou tel amendement. Alors, je ne dis pas que de façon systématique, tous les députés se retrouvent entourés par une horde de représentants d'intérêts privés et de lobbies, mais il est certain qu'on le sait, les lobbies interviennent auprès des députés pour la rédaction d'amendements, et il y avait une promesse qui avait été faite, et on attend toujours les résultats de cette promesse.